3, 2, 1. Here we go! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro d'une nouvelle série 100% Health Tech, le live de France Biotech que vous propose bien entendu France Biotech ici en direct de Paris Santé Campus dans le 15e arrondissement de Paris et que vous pouvez suivre sur tous les réseaux, les sites internet de France Biotech et puis un replay sera évidemment proposé dès la fin de nos échanges. Alors, évidemment, une nouvelle fois, soyons fiers de cette Health Tech, bien sûr, nos biotech, nos medtech, elles sont formidables, elles sont innovantes, elles sont agiles, bien entendu, et vous allez en découvrir d'ailleurs d'ici 45 minutes dans Parole d'entrepreneurs. Mais ces entreprises, clairement, est-ce qu'elles sont assez nombreuses ? La réponse c'est non. Non, clairement, bien sûr. Pourquoi cette pénurie de champions ? C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec le sénateur Vanina Paoli-Gagin d'ici 5 minutes, co-auteur d'un rapport passionnant. Vous verrez aussi comment ce secteur des sciences de la vie est soutenu par des fonds, gros plans d'ailleurs sur Andera Partners. Tout à l'heure, d'ici une quinzaine de minutes, c'est l'un des principaux acteurs du capital risque. C'est donc parti pour 100% Health Tech, le live de France Biotech avec tout de suite le chiffre du jour. Le chiffre du jour, direction Lyon, pour y retrouver Sophie Braque de la Perrière, qui est à la tête de HealthShep. C'est la coordinatrice également de la commission MedTech et Diagnostic de France Biotech. Bonsoir Sophie. Est-ce que vous êtes avec nous, Sophie ? On va le temps. Entendez ? La connexion. Oui, parfaitement, Sophie. Bonsoir, vous êtes avec nous. HealthShep, c'est une start-up en médecine régénérative qui a été créée en janvier 2020 à Lyon, où vous vous trouvez. Vous développez des produits pour la reconstruction mammaire. Et le chiffre du jour, dans le cadre d'Octobre Rose, qui va se terminer dans quelques jours, c'est une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Expliquez-nous. Alors tout à fait. Donc à l'échelle mondiale, ça signifie que 2 millions de femmes sont diagnostiquées pour un cancer du sein chaque année. Et parmi elles, il y en a 40% qui subissent une mastectomie. Mais seulement 30% de ces femmes choisissent ensuite la reconstruction mammaire. Ce qui signifie que 70% des femmes qui ont subi une mastectomie, donc une ablation du sein, acceptent de perdre leur intégrité physique à vie. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas satisfaites des solutions qui sont existantes, qui sont soit les prothèses mammaires, alors synthétiques avec des risques et des complications associées, ou alors c'est un long parcours à l'hôpital. En fait, ce qu'elles voudraient, ce serait de retrouver leur intégrité physique grâce à une solution naturelle et simple. Alors justement, vous, qu'est-ce que vous proposez chez HealthShep ? Quelles sont vos innovations ? Sur quoi vous travaillez, Sophie ? Alors, au sein de HealthShep, on travaille sur une bioprothèse mammaire qui est biomimétique. C'est une matrice poreuse qui est naturelle puisque fabriquée avec des matières biosourcées, qui est imprimée en 3D pour pouvoir donner à la femme immédiatement le volume et la forme de son sein. Et elle est implantée par le chirurgien en même temps que du lipofilling pour que le transfert de graisse de la patiente, que ces cellules puissent migrer à l'intérieur de la bioprothèse, coloniser la bioprothèse et régénérer le tissu. Donc, ça agit comme un support de régénération et en plus, c'est une chirurgie simple parce que la bioprothèse, elle se résorbe de façon naturelle. Donc la femme retrouve son propre sein en quelques mois grâce à un implant transitoire et naturel. Félicitations, merci d'être venu inaugurer en quelque sorte ce premier numéro de 100% Health Tech, le live de France Biotech. Sophie Braque de la Perrière à la tête de HealthShep en direct de Lyon. Merci, bonne soirée tout de suite. Merci. C'est le grand angle. Voilà le grand angle donc avec nous, et je vous le disais, donc le secteur de l'innovation en santé en France, il est particulièrement dynamique, vous le savez, vous qui nous regardez toutes et tous, bien sûr, il y a plus de 1700 entreprises Health Tech, c'est un secteur foisonnant. Il se crée tous les ans plus de 60 nouvelles entreprises dans le secteur biotech, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur française ? Voilà, clairement, est-ce qu'il n'y a pas une erreur française ? La France, c'est une terre d'excellence dans la recherche, en innovation, mais on n'a pas assez de nouveaux champions industriels. Alors pour en parler, j'accueille Vanina Paoli-Gagin. Bonsoir. Bonsoir, merci de
m'accueillir. Vous êtes sénateur de l'Aube, rapporteur de la mission d'information. On dit bien sénateur parce que vous y tenez bien, hein, qu'on ne m'accuse pas après d'être antiféministe ou quoi que ce soit. Vous êtes le rapporteur de la mission d'information sur le thème « Excellence de la recherche et innovation, pénurie de nouveaux champions industriels, chercher l'erreur française ». Voilà. Comment transformer l'essai de l'innovation? C'est un impératif pour industrialiser la France. Vous allez nous le dire dans un instant. Franck Mouton, bonsoir. Bonsoir Fabrice. C'est vous qui organisez bien ce show, hein. Vous êtes le président de France Biotech. Et puis à mes côtés, Maximilien Lévesque. Bonsoir Maximilien. Bonsoir. Maximilien qui est cofondateur et CEO d'Akemia. Oh, c'est une pépite française géniale, il va nous en parler dans une dizaine de minutes. Spécialisé dans la recherche de médicaments grâce à l'intelligence artificielle, justement. Votre constat, madame, c'est que de 2010 à 2030, 110 milliards d'euros ont été engagés en faveur du soutien à l'innovation, soutien public massif pour des performances industrielles mitigées. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous avons pu constater qu'une partie de cet effort financier a été très profitable aux entreprises du numérique, et c'est tant mieux. Et tout l'écosystème French Tech et tous les succès que nous avons eus avec les 25 licornes du numérique que nous avons montrent que c'était bien d'aller dans cette direction. Le constat qu'on a fait, c'est qu'on a aujourd'hui une seule licorne industrielle, et c'est que s'agissant des projets industriels, on a un problème de mobilisation de capitaux suffisants, de continuum entre la recherche et la sortie, qui est beaucoup plus lointaine. On des risques beaucoup plus longtemps après le premier investissement, et on a besoin de tenir dans la durée. On est sur du long terme, et dans la biotech, on est dans l'industrie, en fait. Alors, problème de mobilisation de capitaux, vous nous dites, madame le sénateur, quels sont les prérequis nécessaires à l'efficacité d'une telle politique d'innovation à vos yeux? Qu'est-ce que vous concluez dans ce rapport? Alors, on a identifié 4 grands prérequis, en fait, pour retrouver un destin industriel, si tel est notre souhait. Sinon, ça veut dire qu'on veut être un pays de sous-traitance. Je ne pense pas que ce soit très satisfaisant pour nous. Oui. D'abord, c'est investir massivement dans l'éducation et la recherche. Ça paraît être la palissade, mais c'est indispensable. Et je vous rappelle que notre pays n'a toujours pas atteint l'objectif de Lisbonne, 3% du PIB consacré à la recherche. On n'y est toujours pas. Donc, essayons déjà de respecter les propres engagements que nous nous sommes donnés. Ce serait pas mal. Et puis, il faut réindustrialiser par l'innovation. Donc moi, je crois beaucoup à la décentralisation de la mondialisation et à ce qu'on appelle la localisation maintenant. Il y a beaucoup de terminologie. Pourquoi? Parce que 70% des dépenses privées de recherche, en fait, sont le fait de l'industrie. Donc si on réfléchit bien, si on n'a plus d'industrie, on a moins de recherche. Ça paraît évident, mais encore faut-il avoir cela à l'esprit et se rappeler aussi que notre pays, en 1967, avait un taux d'industrialisation qui était de 28%. Il est de 10% aujourd'hui, voilà. Même si la tendance commence à se réinverser, mais ça va prendre beaucoup de temps. Troisième prérequis, renforcer la culture de l'innovation, de l'entrepreneuriat, la culture du risque, qui n'est pas dans notre ADN naturellement. Et puis mettre en place une véritable stratégie de l'innovation au plus haut niveau de l'État et dans toutes les strates. Alors voilà les 4 prérequis que vous notez, donc Madame Paoli-Gagin, sénateur de l'Aube. Maintenant, comment est-ce qu'on développe les entreprises industrielles innovantes? Avec chacun qui a quelque part une partie de la solution dans ses mains. Vous êtes parlementaire, vous êtes membre du Parlement. Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, des dispositifs fiscaux à modifier, par exemple, des modifications fiscales? Qu'est-ce que vous nous dites? C'est tout à fait le cas, en fait. Nous avons voulu faire un rapport assez opérationnel avec, en fait, des mesures concrètes qu'on a divisées en 3 tiers. Premier tiers, c'est notre boulot à nous, parlementaires. Et effectivement, ce sont, comme vous le disiez à juste titre, des dispositifs fiscaux. Premier dispositif, nous semble-t-il, c'est de réorganiser le crédit d'impôt recherche. On ne va pas toucher au sacro-saint crédit d'impôt recherche. On ne touche pas à cette première niche fiscale de France, à l'enveloppe globale. En revanche, à l'intérieur de l'enveloppe, on a constaté que quand 1 euro de R&D et le fait d'une PME, le crédit d'impôt recherche fait un effet de levier d'1,40,
versus 40 centimes quand c'est 1 euro de R&D, de crédit d'impôt recherche dans un grand groupe. Donc, on a souhaité reventiler le crédit d'impôt recherche au-delà d'un plafond de dépenses de 100 millions d'euros de R&D, ce qui est déjà, à notre avis, un montant assez conséquent. Et donc, reventiler au profit des PME, PMI et des ETI, puisque l'effet de levier est le meilleur. Et qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'heure du mieux qu'il en coûte. Bien sûr. Donc ça, c'est le... Voilà, pour reprendre une formule qu'on connaît bien, bien sûr. Ça, c'est le point sur lequel on agit, donc. On dépose des amendements, Voilà. ils sont en préparation, on est en train de les caler techniquement. Ouais. Autre dispositif, on voudrait doubler le plafond du crédit d'impôt innovation, et puis aussi créer un coupon innovation recherche à destination des PME de l'ordre de 30 000 euros pour innerver des PME même qui n'ont pas le réflexe recherche et pour les upgrader, pour parler en mauvais français. Bien sûr. Non, mais c'est pas grave. Alors, on va voir les deux autres volets, parce que ça, c'est le rôle du Parlement. On verra ce que peut faire le gouvernement. Juste, Franck Mouton, président de France Biotech, vous venez d'entendre donc le sénateur de l'Aube. Avec cette première proposition, qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, merci beaucoup pour cette mission au Sénat qui, pour nous, effectivement, donne énormément de pistes très favorables à cet écosystème. D'abord, la première chose, sur la mesure recherche, on va voir ce soir un certain nombre de pépites de ce domaine-là. Elles sont massivement issues de la recherche académique, donc c'est très important de continuer à alimenter la recherche avec le meilleur niveau. L'excellence scientifique française est reconnue et il faut continuer à l'encourager et redonner à certains secteurs les moyens de ces ambitions. Sur la partie crédit impôt recherche, évidemment, et dans notre secteur en particulier, sur les biotech et les health tech en général, ce sont des entreprises qui mobilisent beaucoup le crédit impôt recherche parce qu'elles sont très ancrées dans la R&D dans deux dimensions. Une dimension effectivement en termes de prise de risque sur des projets qui sont amont et une dimension aussi partenariat public-privé. Et donc ça, c'est très important aussi de sanctuariser. On a besoin d'avoir une lisibilité à long terme, on a besoin de stabilité fiscale sur le plan du crédit impôt recherche, parce que derrière, on le verra notamment avec les investisseurs, c'est très important de pouvoir présenter des plans de trésorerie long terme qui sont en lien avec justement ces outils fiscaux. Alors, Vanina Paoli-Gagin, il y a un autre levier, c'est le gouvernement aussi, qui a une partie de la solution dans sa main, avec mobiliser davantage la commande publique. Comment ? Eh bien, je vous rappelle juste que la commande publique, je crois que c'est à peu près 111 milliards d'euros chaque année. Personne ne s'interroge sur le point de savoir comment ont pu naître des SpaceX, des Microsoft, des Apple au pays de l'ultralibéralisme. Sans commande publique, en fait, je pense que tous ces acteurs majeurs disruptifs n'existeraient pas, en fait. D'accord ? Puisque les États-Unis, depuis l'après-guerre, en fait, déversent des milliards et des centaines de milliards de dollars pour faire émerger des disrupteurs. Et donc, nous pensons que la commande publique dans notre pays doit être plus orientée vers l'achat PME, PMI, ETI. Et il n'y a pas besoin de changer le code des marchés publics. Pour cela, il suffit d'être davantage souple, quelque part, dans l'usage du code des marchés publics. Voilà, et d'en avoir une interprétation juridique qui soit moins frileuse, puisque nos voisins européens réussissent à privilégier sur certains marchés leurs propres entreprises. On voit mal pourquoi nous, toujours plus royalistes que le roi, on ferait davantage. Ouais, Franck Mouton, président de France Biotech. Oui, c'est clé. Cette notion de continuité. Cette notion de continuité, en fait, elle permet de sécuriser un certain nombre de plans de développement. De dire, effectivement, on favorise l'achat public, et notamment l'achat innovant avec le caractère multi-attributaire, le fait qu'on puisse faire des commandes qui sont dimensionnées par rapport à la taille des PME. Tout ça est effectivement à mettre en œuvre. Ça commence à se mettre en œuvre dans notre secteur. On a là-dessus la direction générale de l'offre de soins qui a travaillé sur un document qu'on peut partager avec les acheteurs publics. Donc on a cette dimension qui se met en œuvre. Je voudrais aussi ajouter quand même quelque chose qui est un vecteur d'attractivité sur le territoire français, que sont les accès précoces. C'est-à-dire que quelque part, c'est une forme de précommande publique, puisqu'on est capable de prendre en charge, à travers les financements de la sécurité sociale, des produits de santé innovants qui vont traiter des patients français en amont de l'autorisation de mise sur le marché. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, sont des leviers extrêmement attractifs pour le pays.
Oui, et puis alors, on a vu le gouvernement, on a vu le Parlement. On n'oublie pas également les acteurs privés, tout cet écosystème autour de ces belles entreprises qu'on présente, entre autres, ce soir. Bien sûr, et puis autour de l'exécutif, il y a aussi l'administration, évidemment. Bien sûr, Donc là, bien c'est sûr. tout ce qui concerne les délais, les procédures, vous l'avez évoqué, Franck. L'extension du dispositif, de l'initiative de Philippe Tibi au financement des entreprises industrielles. Par exemple. Ouais, vous pensez à ça? Oui, tout à fait. Et puis aussi l'acculturation, en fait, du capital risque, capital investissement, des analystes, des CGP, etc., au pas de temps et au modèle économique de l'industrie qui sont très, très différents, en fait, de ceux du numérique. Ouais, Franck Mouton, président de France Biotech. Une fois qu'on aura fait tout ça, on aura donc des champions industriels. En tout cas, on aura les tuyaux pour le faire. Tout à l'heure, on va avoir la chance d'avoir Raphaël Wisniewski qui va nous parler d'Andera, qui est un des fonds labellisés Tibi. Donc là-dessus, c'est extrêmement précieux, qui est une continuité, un Tibi 2. On est en train de travailler d'ailleurs, France Biotech, avec Philippe Tibi sur ce sujet, de comment faire en sorte que le Tibi 2 soit encore plus performant dans le domaine de l'innovation en santé. Alors, à nos côtés, je disais, donc, il y a Maximilien Lévesque. Maximilien Lévesque, cofondateur et CEO d'Akemia. Akemia, donc, et là on revient sur cette notion d'accélération qui est au cœur de votre process, clairement, puisqu'on sait que la découverte de médicaments, c'est un process qui est long, qui est coûteux également, bien sûr. Vous venez de lever il y a quelques jours 30 millions d'euros auprès de Raseo, de Large Venture, donc BPI France avec la participation d'Alaïa, on va en reparler dans un instant. Rappelez-nous ce que fait Akemia, donc fondée il y a 3 ans dans le cadre de l'ENS, la recherche de médicaments grâce à l'IA, c'est ça? Exactement. Akemia, c'est un moteur à inventer. Alors, est-ce que votre micro fonctionne bien? Je ne sais pas. Oui, continuez. Oh, attendez, je vais vous prendre. Ah, voilà. pardon. Allez-y. Je le pose. Allez-y. Donc, Akemia. Akemia, c'est un moteur à inventer de façon extrêmement efficace les candidats médicaments du futur. Ouais. On fait ça en effet avec une technologie absolument unique, issue de la recherche fondamentale, puisqu'on a 3 ans, mais il y a 15 ans, on était à Oxford, Cambridge, et puis surtout une demi-douzaine d'années à l'École normale supérieure PSL et au CNRS, dont on est une spin-off. Technologie unique pour inventer les candidats médicaments de demain. Et qui est basée sur une rapidité sans précédent. Alors, je crois vraiment sans précédent, je le crois très sincèrement, grâce à cette technologie qui mélange de l'intelligence artificielle et de la physique théorique, de la physique quantique, alors on appelle ça la physique quantique, qui nous permet de prédire très efficacement si un candidat médicament va être actif sur une cible thérapeutique responsable d'une maladie. Bref, si c'est un bon ou pas candidat médicament. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre, cet apport financier, justement, cette levée de fonds? Alors, Akemia, on a 3 ans. On a commencé par industrialiser cette technologie brute issue du CNRS et de l'ENS-PSL. On a ensuite collaboré avec plusieurs grands laboratoires pharmaceutiques français et internationaux, prouvé que ça fonctionne. On a ensuite, l'année dernière, lancé nos premiers projets de recherche de médicaments en interne, nos projets de recherche de médicaments, particulièrement en oncologie, c'est-à-dire contre des cancers. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces 30 millions d'euros? Littéralement démultiplier le nombre de projets de recherche de médicaments qu'on va faire en propre dans Akemia. Avec des grands partenaires. Alors, il y a Sanofi, on peut le dire. On travaille avec Sanofi, d'autres entreprises, Janssen, Servier, d'autres partenaires encore? D'autres qui ne sont pas publics, en effet, de qui on apprend, on leur partage aussi. En fait, le travail qu'on fait avec eux, il est collaboratif, c'est-à-dire qu'on invente ensemble des candidats médicaments pour leur projet de recherche de médicaments. C'est vraiment de la collaboration et c'est un peu ce modèle qu'on fait aussi en interne en développant nous-mêmes nos propres candidats médicaments. Ouais. Vos ambitions, elles sont énormes et vous recrutez massivement, ça aussi. On ne le dira jamais assez, le secteur de la health tech, les biotech, recrutent, ils sont pourvoyeurs d'emploi. On était 2 cofondateurs il y a 3 ans avec Emmanuel Marciano. On était au début d'année 20 personnes, on est maintenant 50 et d'ici une dizaine de mois, on sera, j'espère, 100 personnes à la croisée du développement logiciel, bien sûr, mais intelligence artificielle, biologie, physique, chimie, mathématiques. Eh ben, formidable, on a envie d'applaudir s'il y avait du public, bien entendu. Qu'est-ce que ça vous inspire, Madame le Sénateur, ce magnifique exemple qui est Akemia? D'abord, beaucoup d'admiration et puis toutes mes félicitations et vraiment bon vent pour
les étapes suivantes. Ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, on voit bien ce que dit ce jeune homme, c'est quand même l'hybridation des savoirs, c'est-à-dire que c'est la rencontre de disciplines qu'on pourrait penser très différentes, qui peuvent aider à fabriquer les nouveaux modèles, en fait, qui vont disrupter l'approche du médicament demain. Franck Mouton, c'est un super exemple. C'est une figure emblématique chez France Biotech, donc on ne peut que féliciter le travail qui a été réalisé en si peu de temps. On pense aussi aux patients, parce que derrière cette accélération des candidats médicaments dans des domaines où les besoins médicaux sont encore extrêmement forts, l'industrie a vraiment besoin de ce genre d'outils. Et donc la capacité à générer très vite, à abaisser le risque aussi, parce que c'est un gros enjeu dans cette industrie-là, de pouvoir abaisser le risque de développement. Donc on ne peut qu'applaudir, effectivement. Eh ben, on applaudit vraiment, voilà, vous toutes et tous qui nous suivez donc ce soir dans 100% Health Tech, le live de France Biotech. On salue évidemment Maximilien Lévesque, cofondateur et CEO d'Akemia. Longue vie à Akemia, bien sûr. Merci, Madame le sénateur Vanina Paoli-Gagin, élue du département de l'Aube. Et à tout à l'heure, Franck Mouton, le président de France Biotech. Tout de suite, eh bien, dans un instant, un premier rendez-vous avec Parole d'entrepreneur. Parole d'entrepreneur, voilà, 100% Health Tech, le live de France Biotech. On est toujours installé ici à Paris Santé Campus, c'est le premier numéro de cette nouvelle série. Oui, l'occasion de mettre l'accent sur l'écosystème biotech, ces formidables entreprises, bien sûr. On vient d'en voir un exemple avec Akemia, il était formidable. Oui, premier rendez-vous, je le disais, avec Emmanuel Bilbaud. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Emmanuel Bilbaud, le président de Posos. Alors, vous êtes pharmacien, et avec Benjamin Grelier, qui est ingénieur en système d'information. Vous avez donc créé, il y a 5 ans, c'est ça, Posos? On l'a créé début 2019, ouais. Début 2019, un petit peu moins, donc. Alors, vous proposez, c'est ça qui est formidable aussi, voilà, comme je paraphrase ce que disait le sénateur il y a quelques instants, voilà, un petit peu l'alliance de l'ancien et du moderne, quelque part. Vous proposez aux soignants la première solution de recommandation thérapeutique personnalisée selon le patient, selon les risques identifiés dans son ordonnance et avec les dernières données médicales disponibles. Racontez-nous comment ça fonctionne justement, ce processus. Oui, en fait, le but, c'est vraiment de simplifier la pratique des soignants en France par plusieurs aspects. La première chose, c'est de les aider à intégrer rapidement la donnée sur les médicaments dans leur logiciel. Aujourd'hui, la donnée médicaments, c'est les ordonnances papier que les médecins prescrivent, les pharmaciens reçoivent, les médecins les récupèrent aussi quand les patients viennent les voir de la part d'un autre soignant. Et il y a un temps important de saisie d'informations dans un logiciel. C'est vrai pour des logiciels hospitaliers, en ville, en pharmacie, même dans des startups. Et des startups notamment de télésurveillance, télésuivi ont besoin de ces infos-là. Donc nous, on automatise ça à partir d'une simple photo d'une ordonnance. Alors c'est ça. Donc on prend en photo l'ordonnance. On prend en photo l'ordonnance avec son téléphone, avec une webcam. On récupère un fichier PDF. Automatiquement, l'information est structurée, y compris la posologie, et saisie dans le logiciel. Bien. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'une fois qu'on a l'information structurée et saisie, on l'analyse de manière multicritère, multisource, pour identifier des risques médicamenteux dans la prescription. Et alors, il faut savoir quand même qu'en France, aujourd'hui, 40% des patients ont au moins un risque dans leur ordonnance. Et quand on pense à des patients âgés, le chiffre est stratosphérique, puisque c'est 75% de patients qui ont au moins un risque quand ils sont âgés dans l'ordonnance, qui est évidemment chargé, en moyenne, c'est 7 médicaments par patient de plus de 65 ans. Et tout ça est sécurisé, bien entendu. On va rassurer, évidemment, parce que là, quand il s'agit de données de santé, bien sûr, on peut toujours se poser des questions. Alors c'est anonymisé, mais du coup, on remonte aux soignants les risques de l'ordonnance, et surtout, on va proposer, et c'est là que vous disiez justement un système de recommandation, des médicaments plus adaptés. Je me dis des médicaments, donc c'est la liste de tous les médicaments qu'il pourrait utiliser à la place du médicament qui pose problème. On va croiser les données patients, son âge, son poids, ses traitements, son terrain, les données des recommandations de prise en charge des pathologies en question, et on va lister au médecin les options thérapeutiques qu'il a pour mieux soigner. Et puis ensuite, pour une toute nouvelle prescription, c'est la même démarche. Par rapport à un patient donné, on va lui lister les médicaments qui sont compatibles avec son patient. Tout ça, ça permet de gagner du temps. Ça permet de sécuriser les prescriptions et surtout, et c'est la remarque principale des soignants, c'est les décharger mentalement. Parce que les médecins sont totalement débordés, interrompus continuellement. Et là, en tout cas, il y a un outil, un compagnon qui les accompagne. Il y a une adaptation vraiment très très fine. Alors justement, à qui vous adressez? C'est quoi les offres que vous proposez? Alors clairement, nos premiers clients, ce sont les hôpitaux en France, et les cliniques ou les EHPAD, dans ce process de
partager en fait une vision de plus jamais aucun patient qui rentre dans l'établissement ne ressort avec un risque médicamenteux. Systématiquement, j'intègre l'ordonnance dans le logiciel, je l'analyse, Bien. je la corrige, je suis sûr que systématiquement les patients sont en sécurité. Et ça, c'est une vision qui est partagée avec les hôpitaux, les établissements, il y a des critères de qualité, tous les soignants qui cherchent à faire ça le plus rapidement possible, et puis forcément les patients qui y sont gagnants. Combien de praticiens à peu près? Alors, on a lancé il y a un peu plus d'1 an et demi la version logicielle, après 4 ans de R&D, du coup, 3 ans et demi de R&D. On a 85 000 soignants en France qui déjà se sont inscrits et utilisent POSOS dans leur quotidien. Alors, votre actu aussi, c'est une levée de fonds de presque 10 millions d'euros. À quelle fin? Il y a 2 fins principales. La première, évidemment, c'est de déployer POSOS dans ces logiciels, à l'hôpital, puis demain en ville. Avoir des preuves cliniques, parce qu'en fait c'est un logiciel mais c'est aussi un dispositif médical numérique, et on va lancer 3 études cliniques l'année prochaine à l'hôpital, en ville et dans les EHPAD pour démontrer clairement les impacts cliniques, donc on soigne mieux quand on est assisté par un outil comme ça, le gain de temps pour les soignants et puis les économies réalisées par les établissements. Si un outil permet de mieux soigner, gagner du temps et faire des économies, évidemment demain c'est évident qu'on va tous l'utiliser. C'est tout gagnant, donc le lancement d'études cliniques. Aussi, comment est-ce que vous collaborez avec les autres membres de France Biotech là, qui organisent ce show ce soir? Dans ces membres, il y a beaucoup d'éditeurs, de logiciels, de plateformes de télésuivi. Typiquement, en fait, POSOS, c'est un outil qui ne vit pas forcément tout seul, mais intégré dans ces logiciels-là. Donc, on propose à ces différents partenaires d'intégrer les modules POSOS, soit pour intégrer la donnée médicaments, soit pour analyser, soit pour aider à prescrire. Félicitations, encore une fois, et merci d'être venu. Emmanuel Bilbao, donc le patron de POSOS, le cofondateur de POSOS. Merci beaucoup. Et puis Merci. Tout à l'heure, d'autres paroles d'entrepreneurs. Nous serons avec Stéphane Boissel, président, CEO de Sparring Vision. Auparavant, 100% Health Tech, c'est le focus. Et on a vu aussi tout à l'heure, que ce soit avec POSOS, que ce soit avec Akemia, le secteur de la health tech peut compter sur des investisseurs de confiance. Évidemment, on ne les saluera jamais assez, bien entendu. Et c'est l'heure du focus avec Raphaël Wisniewski. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Mais prenez le micro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associé chez Andera Partners. C'est l'un des principaux acteurs du capital risque, je le disais tout à l'heure, dans le domaine des sciences de la vie en Europe. Et puis Franck Mouton également qui nous a rejoint, le président de France Biotech. Racontez-nous comment Andera Partners accompagne le secteur des sciences de la vie et ce que développe spécialement la branche que vous pilotez, Andera Life Sciences. Alors bonsoir, donc je suis un des associés d'Andera Partners et d'Andera Life Science. Andera Partners, c'est une société de gestion qui a 6 activités d'investissement, dont une en sciences de la vie, dont je suis un des associés avec 4 autres associés. Donc nous, on a commencé il y a une vingtaine d'années, en 2000-2001, avec un premier fonds Biodiscovery 1 qui faisait 26 millions d'euros. Et notre focalisation est le financement de l'innovation thérapeutique et en accompagnant des sociétés qui développent des produits, que ce soit des produits de biotechnologie ou des dispositifs médicaux. Donc nous, on finance des sociétés qui développent des solutions thérapeutiques. Voilà, et quelles innovations, quelles solutions thérapeutiques? Alors, on a donc dans le domaine de la biotechnologie depuis une vingtaine d'années financé des sociétés qui ont développé des produits dans des domaines comme l'ophtalmologie, les anti-infectieux, des molécules dans la cancérologie, maladies du système nerveux central, des dispositifs en cardiologie, etc., etc. Quels sont les montants que vous investissez en moyenne par entreprise? Alors, donc, depuis 20 ans, on a progressé. On vient de lever un fonds de 456 millions. On va en parler, le 6 maintenant. Le 6. Voilà. Donc, évidemment, avec un fonds de cette taille-là, on finance les sociétés en plusieurs fois et à différents stades. Et on va dire qu'on peut financer les sociétés entre 5 et 40 millions d'euros, premier ticket, selon le stade de la société, et en cumulé à peu près 10% du fonds, on va dire. Qu'est-ce qui a, Raphaël, émergé grâce à vous, grâce à Andera et notamment la branche Life Sciences? Alors, on a investi dans plus de 80 sociétés
en Europe de l'Ouest, y compris aux États-Unis. On a des sociétés qui sont allées jusqu'au bout elles-mêmes, notamment dans les dispositifs médicaux, qui ont lancé des produits dans l'imagerie médicale, les dispositifs cardiovasculaires, des systèmes de neuromodulation, mais aussi on a des sociétés qui, en partenariat, ont développé des médicaments dans le domaine de l'épilepsie, du diabète, et qui sont en train de développer des molécules en cancérologie, par exemple, ou dans d'autres domaines comme cela. Alors, vous le disiez, et en effet, c'est l'actu, hein, bien sûr. Début octobre, la finalisation de la levée de votre fonds Biodiscovery 6, hein, on est au 6, hein, le 1 ça remonte à 2001, exactement. 456 millions d'euros, c'est la 6e génération donc, de ce fonds. Hein. Voilà, donc en fait, on lève des fonds tous les 3-4 ans. On a commencé en 2000 avec un fonds de 26 millions d'euros. Donc c'était les débuts en fait du secteur en général en Europe et en France aussi. Et avec le temps, avec de la résilience, des réalisations, on a réussi en fait à faire venir un certain nombre de souscripteurs, donc notamment des institutionnels, du monde de l'assurance, des mutuelles. De plus en plus facilement ou pas ? Disons que c'est jamais facile de lever un fonds dans le capital risque en sciences de la vie en général, dans le monde du private equity, mais avec le temps, on a une base de souscripteurs qui nous suit. Et vous avez imposé votre marque aussi. Voilà, il y a la marque. Voilà. Mais là, le fonds 6 fait 30% de plus que le fonds 5. Donc, on peut dire qu'on a été suivi et qu'on a fait d'ailleurs venir de nouveaux souscripteurs. Donc, je dirais qu'il y a une dynamique positive du secteur en général. Nous, on est un des acteurs principaux en France et en Europe. On bénéficie aussi, on a contribué au dynamisme de ce secteur-là, mais on n'est pas les seuls à lever de l'argent. Oui. En général, la classe des fonds de sciences de la vie. Donc, il faut qu'on continue en fait à marquer notre territoire et à gagner du territoire. Gagner du territoire, marquer votre territoire également. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce fonds numéro 6 ? À une époque où on parle beaucoup de RSE, vous aussi, vous intégrez cette notion ? Alors tout à fait, d'abord dans Andera en général depuis 10 ans, on a une démarche RSE, d'investissement responsable, d'accompagnement du changement climatique et aussi de l'inclusion, de la diversité. Donc, et aussi à travers des thématiques qui sont fondamentalement liées à la transformation et à la RSE, donc dans l'innovation médicale, dans la transition environnementale, puisqu'on a aussi un autre fonds, et dans les sciences de la vie, on a effectivement une activité qui est très liée à l'innovation médicale. Et donc, en investissant, on accompagne à la fois les sociétés dans l'accompagnement dans le RSE, notamment à travers les chartes éthiques, tout ce qui est sur l'achat, les essais cliniques, etc. Et puis, effectivement, aussi à l'investissement, on a une grille de lecture qui analyse l'impact favorable des innovations que les sociétés développent. En ligne avec tous les fameux ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU. Hein. Voilà, donc en fait, plus de 90% de nos investissements suivent ces ODD. Ouais. Comment et avec qui vous travaillez, vous, Raphaël, au sein de ce fonds et à l'intérieur de ce fonds ? Alors, donc, on est une quinzaine de collaborateurs. J'ai 4 associés en plus de moi-même. On a une dizaine d'autres personnes et des venture partners, donc des personnes qui nous conseillent, qui viennent de l'industrie. Puis on a une équipe très internationale avec un bureau en Allemagne, un associé belge, des personnes de Chine, de Pologne, de Pérou, Vous êtes une référence. Voilà. Donc très international parce qu'on investit 70% en dehors de France et en Europe en général. Franck Mouton, président de France Biotech, c'est une référence et je le disais tout à l'heure, on ne saluera jamais assez le secteur financier qui vient justement développer ce secteur extrêmement prolifique. Non, c'est clair. D'abord, merci beaucoup Raphaël d'être là avec nous ce soir. Pour moi, Andera représente trois enjeux clés pour ce secteur. Le premier, c'est une histoire avec un vrai track record indiscutable sur le secteur, donc vraiment un acteur de référence. C'est un acteur, on le voit là avec ce closing, qui est capable de convaincre les LPs d'investir dans ce secteur. Et ça, c'est extrêmement important de continuer à les mobiliser pour investir dans un secteur qui est compliqué et pour autant
peut faire de la performance financière et c'est ce qui est recherché. Et le troisième aspect, c'est qu'en tant qu'acteur de référence, pour nos entreprises, c'est aussi la capacité d'aller attirer d'autres capitaux, d'autres investisseurs qui viennent aux côtés d'Andera pour sécuriser des tours d'envergure et qui donnent la vélocité à nos entreprises pour être comparables à d'autres environnements compétitifs. Donc voilà. Ouais, on le voit, les terrains que vous allez investir dans le futur, Raphaël Wisniewski. Alors écoutez, on investit dans différents domaines, on colle déjà aux besoins immédiats. On a par exemple annoncé aujourd'hui pour une de nos sociétés des résultats très intéressants dans le Covid, une société française issue de la recherche qui s'appelle Inotrem, avec une réduction significative de la mortalité dans des patients hospitalisés. Donc vous voyez, on est vraiment dans des besoins aigus. On a beaucoup de sociétés dans le fonds numéro 6 ou dans les fonds d'avant, dans les domaines où il y a des besoins très importants, comme par exemple la cancérologie. On a dans les dispositifs médicaux des dispositifs de miniaturisation comme la robotique, dont vraiment des technologies de pointe avec des impacts très importants. Les notions de RSE qu'évoquait il y a quelques instants Raphaël, ils apparaissent de plus en plus au cœur de vos entreprises que vous incarnez, vous, à la tête de France Biotech. Je dirais pas encore au cœur, mais ça devient de plus en plus effectivement prégnant dans le développement de nos programmes, oui. Ouais. L'avenir, il est au biotech, on peut le dire, là, clairement. On en est fiers de toutes ces entreprises. Voilà, donc en fait, on a entendu, le secteur s'est beaucoup développé, ça prend du temps, ça ne s'est pas fait en une minute ailleurs. On l'a vu. On a vu que c'est toute une chaîne qui doit se mettre en place, qui doit travailler ensemble. Et donc là, on pense que vraiment, nous, c'est un secteur très résilient, très important, avec un fort impact pour la société. Qui doit passer à la vitesse supérieure, on en parlait tout à l'heure avec le sénateur. On l'a vu récemment avec le Covid, qui doit passer à la vitesse supérieure. Donc je dirais qu'on a mis 20 ans pour nous à développer notre activité et que les 20 prochaines années seront encore meilleures que les 20 dernières années. Eh ben, vous êtes Il n'y a rien à ajouter. Sur la lancée, là, comme ça. Voilà, merci beaucoup. Merci Raphaël Wisniewski, associé chez Andera Partners. Et merci Franck Mouton. On évite de passer devant les caméras, mesdames, messieurs, ça sera mieux pour tous ceux et celles qui nous suivent à distance. Voilà. Et dans un instant, eh bien, autre parole d'entrepreneur ici au cœur de 100% Health Tech, le live de France Biotech. Voilà, 100% Health Tech, toujours ici depuis Paris Santé Campus. On est bien installé. J'espère que vous appréciez ce premier numéro de cette toute nouvelle série que vous propose France Biotech autour de ce petit monde de la Health Tech. Ouais, toujours sympathique, toujours dynamique. Parole d'entrepreneur. Voici Stéphane Boissel. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Stéphane Boissel, président et CEO de Sparring Vision. Alors, Sparring Vision, on va en présenter ça en deux mots, Stéphane. C'est un spin-off de l'Institut de la Vision, un organisme spécialisé dans la recherche sur l'œil. Racontez-nous ce que vous faites. Alors, Sparring Vision développe une plateforme de médecine génomique, effectivement dans l'ophtalmologie, avec 3 piliers. Un pilier de produits thérapie génique, un autre pilier de produits à base de technologie d'édition du génome. Et on développe ce deuxième pilier avec un partenaire qui s'appelle Intellia Therapeutics, qui est le leader mondial du domaine de cette technologie. Et un dernier pilier qui s'articule autour de ce qu'on appelle la reprogrammation cellulaire in vivo. Ouais. Alors, beaucoup de thérapie génique, quand même, dans vos travaux. On va rappeler en 2 mots ce que c'est. L'idée, c'est d'introduire du matériel génétique dans des cellules pour soigner une maladie. Et donc, c'est appliqué à la vision. Voilà. Alors, on vise particulièrement, en tout cas notre première application pour le produit le plus avancé, vise une pathologie qui s'appelle la rétinopathie pigmentaire, qui est la pathologie la plus prévalente de ce qu'on appelle les maladies héréditaires de la rétine. Et, qui concerne des millions de personnes sur Terre. Alors, la rétinopathie pigmentaire, c'est 2 millions de personnes sur Terre, à peu près 100 000 aux États-Unis et à peu près 130 000 en Europe. Donc 40 000 en France. À peu près. Voilà, pour l'instant, on n'en guérit pas.
Alors pour l'instant, il n'y a absolument aucun traitement. En fait, il commence à apparaître des traitements de thérapie génique dits spécifiques de mutation. Il y en a un notamment qui a été approuvé aux États-Unis et maintenant dans une quarantaine de pays dans le monde, mais qui concerne un tout petit nombre de patients puisqu'il est spécifique d'une mutation qui est très peu prévalente. Et on parle de 1 à 2% des patients seulement atteints de cette pathologie. Pour le reste, il n'y a absolument aucun traitement et donc au diagnostic qui intervient généralement vers 20-25 ans, les patients savent que malheureusement leur destin c'est de perdre la vue. Ouais. Alors donc vous, Sparring Vision, vous souhaitez financer donc les premiers essais pour l'homme, donc avec 2 traitements pour tenter de trouver une solution, un traitement donc à cette rétinite pigmentaire que vous décriviez il y a un instant. Oui, alors on va aller, si on peut, plus loin, on va aller jusqu'au bout. Mais effectivement, on vient de faire une levée de fonds, ce qu'on appelle une série B, 75 millions d'euros. Donc ça fait un total levé depuis la création de l'entreprise de 135 millions d'euros. Cette levée de fonds qui, au passage, est probablement une des plus grosses séries B réalisées en France en 2022, même si l'année n'est pas tout à fait finie, va nous permettre d'apporter nos 2 produits les plus avancés jusqu'à ce qu'on appelle la preuve du concept en clinique. Et donc le produit avec lequel la société a été créée, qui s'appelle SPVN06, et un deuxième produit qui s'appelle SPVN20 dans notre jargon, qui s'adresse à la même pathologie mais à des stades différents d'avancement, l'un ayant pour but de freiner la progression de la pathologie en agissant sur le métabolisme des photorécepteurs, et l'autre ayant pour but de réparer une fonction dans un type de photorécepteur déficient dont l'évolution de la pathologie a rendu ou a expliqué cette déficience. Donc voilà, 2 produits assez complémentaires à des stades différents d'avancement et que grâce à la levée de fonds que nous venons de faire, nous pourrons, nous l'espérons, apporter jusqu'à la preuve de concept chez l'homme d'ici 2025. Quelle étape vous fixez justement, quel calendrier ? Alors 2025, c'est l'horizon de notre trésorerie aujourd'hui, grâce à la série A que nous avons levée en 2020 et le complément de la série B que je viens d'évoquer. Donc voilà, 2025, preuve du concept en clinique. Avant, il y a 2 grandes étapes. 2023, on aura les preuves de ce qu'on appelle la safety sur le produit le plus avancé. Et puis avant, il faut commencer. Et en ce moment, on est dans une étape extrêmement importante pour une société comme la nôtre. Et pour ce type de produit, on est dans les fourches coding des autorités réglementaires aux États-Unis et en Europe pour pouvoir démarrer cet essai. Donc j'ai fait un peu de rétro-planning, mais vraiment l'étape prochaine, la plus importante, c'est administratif. C'est administratif et pouvoir démarrer cet essai. Notre objectif, c'est de démarrer d'ici la fin de l'année 2022. C'est pas toujours la plus simple et la plus rapide ? Non, mais c'est une étape en même temps nécessaire parce qu'avant tout, il faut que les patients se sentent en sécurité quand ils donnent leur consentement pour recevoir ces produits. Et donc, on s'y prête avec plaisir, énergie et ambition. Vous disiez, vous le faisiez remarquer tout à l'heure, cette levée de 75 millions d'euros, un montant quand même assez rare pour une société française dont les produits sont encore au stade préclinique. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, on a un positionnement assez original et une ambition qui est à la mesure des fonds que nous levons. Quand j'ai pris les rênes de la société en 2020, on s'est accordé avec le conseil d'administration et les nouveaux entrants au moment de la série A pour faire de Sparring Vision le leader mondial de la médecine génomique en ophtalmologie. On a en plus du premier produit, acheté une société, ensuite signé un accord avec le leader mondial dans le domaine de l'édition du génome à base de CRISPR. Et voilà, on a beaucoup d'ambition. On a un projet qui est extrêmement sophistiqué, extrêmement différenciant. On a réuni la bonne équipe. Et je pense que tout ça, même dans un contexte de marché un peu morose, ça a un certain attrait pour les investisseurs. Félicitations, merci d'être venu ce soir. Merci de m'avoir reçu. Stéphane Boissel, le CEO, le président de Sparring Vision, parole d'entrepreneur, voilà, qui rythme ce rendez-vous 100% Health-Tech, le live de France Biotech. Et dans quelques secondes, le décryptage 8 mois après son lancement, retour sur les objectifs, les ambitions de la French Care. On se retrouve dans une poignée de secondes. Un coq blanc à l'honneur, oui, c'est celui de la French Care. On le voit sur la veste du professeur Antoine Tanière. Bonsoir professeur. Bonsoir Fabrice.
Professeur Antoine Tanière, président de l'association des acteurs de la French Care, vous êtes aussi le directeur général de Paris Santé Campus et on est très bien installé grâce à vous ici. Merci beaucoup de nous accueillir. Absolument, je suis ravi de vous accueillir ici pour ce live 100% Healthtech. Voilà, le premier numéro de cette nouvelle série. On aura plein d'autres, évidemment. On se retrouvera régulièrement tout au long de l'année. Rappel de ce qu'est la French Care que vous incarnez, que vous présidez en quelque sorte, professeur. Alors la French Care, c'est cette idée de communauté d'innovation et d'entrepreneurs autour d'une thématique qui est donc la santé, avec la volonté de rassembler tous ces acteurs qui sont engagés pour l'excellence des patients au quotidien, que ce soit des soignants, que ce soit des startups, que ce soit des industriels, que ce soit des associations, que ce soit des acteurs de la formation. Donc c'est vraiment toute la diversité des acteurs de la santé qui est regroupée à travers cette identité et ce coq blanc qui nous pousse justement vers l'excellence pour nos patients. Voilà, diversité, mais aussi promouvoir, développer l'excellence française dans ce secteur. Et on en a eu des très beaux exemples ce soir ici dans ce studio. Absolument, la France a beaucoup de force. Il faut qu'elle sache les mettre en avant, qu'elle sache les faire grandir et puis qu'elle sache aussi les rassembler. Et c'est vraiment l'objet de cette French Care. Voilà, les rassembler, décloisonner, provoquer des synergies. Et là, vous êtes aux avant-postes, bien sûr. Exactement, et avec un programme après 8 mois d'existence qui est déjà très dense et un bilan qui est très positif, très enthousiasmant, puisqu'on a plus que doublé nos membres à travers l'association, et puis qu'on a travaillé sur des analyses économiques du secteur de la santé, sur un grand nombre d'événements, sur une déclinaison régionale à travers des ambassadeurs qui sont en collaboration avec BPI France, des rendez-vous incontournables à travers le Big Tour et puis plus récemment à Paris Big. Et quelle fierté de voir ce coq blanc parmi les autres coqs avec évidemment... Le coq bleu, le coq rouge, le coq vert, voilà, je les connais Exactement. bien. Parce que, voilà, je suis un habitué des événements de BPI France. Et BPI France est derrière, bien entendu. Exactement. Et puis 65 000 inscriptions, des millions et des millions de vues et un dynamisme exceptionnel dont la santé participe vraiment. Et c'est cette volonté de montrer le chemin et de rassembler nos forces que nous avons voulu exprimer à travers la French Care. Vous avez raison, montrer le chemin quand on voit que la filière santé, elle pesait quelques 160 milliards d'euros l'an dernier. C'est quoi, 7% du PIB à peu près. C'est important donc de soutenir ce secteur majeur, clairement. C'est essentiel. Les chiffres que nous avons pu travailler dans l'analyse économique dont je parlais sont tout à fait intéressants et originaux, surtout parce qu'on les approche non plus sous l'angle des dépenses, qui est la vision classique du système de santé, mais sous l'angle de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la contribution nette. Et on montre que la santé est le troisième secteur économique qui contribue à la vitalité de l'économie française, donc un secteur majeur. Généralement, 10% des emplois dans toutes les régions et 10% des emplois sur le plan national. Et puis, à travers ces grands chiffres, la volonté aussi de comprendre en catégorisant les différents acteurs quels sont leurs rôles respectifs et leur poids économique dans cette valeur ajoutée. Donc des éléments qui nous permettent de beaucoup mieux comprendre justement où est-ce qu'on va pouvoir avoir une action pour faire grandir justement ces acteurs. Alors justement, professeur Tanière, et on l'a vu au cours de ce show, de cette émission, donc 100% Healthtech, le live de France Biotech, on l'a vu, donc c'est l'incarnation d'une communauté d'entrepreneurs qui partagent cette vision commune au service de la santé, de l'excellence. Comment on accélère ? On accélère justement en créant des synergies, on accélère en se rassemblant dans les moments où c'est probablement un petit peu plus compliqué, on le voit aujourd'hui à travers l'inflation, les enjeux autour du financement, et puis on accélère en créant aussi ces écosystèmes à travers tout le territoire qui vont permettre à chacun de produire, d'innover, de grandir, avec un enjeu au-delà de faire émerger de l'innovation qui est d'être en capacité de faire grandir ces jeunes entreprises qui vont accéder ensuite à des marchés d'abord nationaux puis ensuite internationaux. Et donc c'est du market access, c'est du dimensionnement ensuite de développement que nous aurons à cœur d'accompagner. Et là aussi, la force des grands industriels français va être essentielle pour accompagner justement ces jeunes pousses et leur donner de quoi grandir et leur montrer le chemin. Vous parlez de synergie, en effet, de décloisonnement, c'est ça aussi, c'est le mariage quelque part des grands acteurs, des grands groupes avec les jeunes pousses, les petites entreprises qui sont déjà des grosses, on les a vues ce soir, pleines d'ambition. Exactement. Merci beaucoup, professeur Merci Tanière. à vous. Merci Antoine Tanière, président de l'association des acteurs de la French Care et puis directeur général de Paris Santé Campus, où on est installé là au bord du périphérique, dans le 15e arrondissement de Paris. On va conclure dans un instant.
Dynamique, voilà, donc bah oui, il faut en être fier, évidemment, une nouvelle fois, bien sûr. Bravo et merci de nous avoir suivis très très nombreux. Il y aura un système de replay, bien entendu, hein, pour retrouver tous les échanges qu'on a pu avoir donc, avec tous les acteurs qui sont venus, des acteurs du private equity, des acteurs évidemment donc, de la biotech, de la health tech, bien entendu. Alors d'ici là, on se retrouvera dans un prochain numéro de 100% health tech, le live de France Biotech. Il y a 2 rendez-vous importants que je voulais vous signaler. La conférence organisée par la commission Corporate Finance de France Biotech sur les dispositifs fiscaux de l'innovation. On a beaucoup parlé tout à l'heure avec le sénateur du Crédit Impôt Recherche. Il aura lieu le 9 novembre à 9h, ici à Paris Santé Campus. Hein, tout est indiqué évidemment. Et puis l'autre grand rendez-vous, c'est le CHU Health Tech Connection, organisé par France Biotech donc, et la conférence des directeurs généraux donc, de CHU. Ce sera à Nantes le 13 décembre, donc à la Cité des Congrès. 32 CHU qui seront rassemblés, plus des entreprises. Bien sûr, bah oui, l'idée en effet, c'est de collaborer, bien sûr, des entreprises de la health tech. On en parlait tout de suite avec le professeur Tanière, l'importance des synergies, bien entendu. Donc rendez-vous à Nantes le 13 décembre. Évidemment, inscription sur le site de France Biotech. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et merci de nous avoir suivis pour ce 100% health tech, le live de France Biotech. À bientôt. 3, 2, 1.